14h sur Public Sénat. Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Voici les titres de ce lundi 20 septembre. Vers la suppression du bonus fiscal accordé l'année du mariage ou du Pacs, dernier avantage que François Baroin souhaite rogner, le chef de l'État devra trancher cette question cette semaine. Nicolas Sarkozy qui plaide à l'ONU pour une taxe sur la finance internationale afin de réduire la pauvreté et l'impact des grandes pandémies comme le sida. Ségolène Royal remercie fraternellement ceux qui sont venus à sa fête à Arcueil, prenant date pour l'avenir. Je ne vous décevrai pas, lance-t-elle une formule sarkozienne. Dans ce journal, sur ce sujet, sur le Parti socialiste, très actif ce week-end, le commentaire de Guillaume Tabar, les spécialistes de la lutte contre le sida, le professeur Delfrécy et Éric Fleutelot, et puis Frédéric Ploquin, auteur d'une bande dessinée sur l'histoire de la droite sous la Ve République. Il se voit lui-même chargé de présenter aux Français le musée des horreurs budgétaires, c'est sa formule. François Baroin fait aujourd'hui frémir les futurs mariés ou pacsés qui pourraient perdre le gros avantage fiscal qui leur est accordé l'année où ils convolent. Jérôme Rabier. Les mariages et les Pacs peuvent parfois concilier amour et intérêt financier. Pour la première déclaration d'impôt commune, il faut séparer la période célibataire de la période en couple, soit remplir 3 déclarations pour l'année des noces. Mécaniquement, les sommes à régler en sont diminuées, l'impôt étant progressif. Le choix du milieu de l'année pour convoler résulte donc d'un savant calcul. Effectivement, il était intéressant de regarder si on pouvait optimiser, je dirais, la date du mariage de ce point de vue. Selon, évidemment, les revenus de chacun et la date du mariage, si elle était bien choisie, en fait, on arrivait bien sûr à une imposition inférieure dans la mesure où les revenus du ménage, donc sur une partie de l'année, bénéficiaient du coefficient familial avec 2 parts. Mais le ministre du Budget François Baroin l'a confirmé ce matin, le dispositif est désormais sur la sellette. Notamment car le coût a explosé depuis l'instauration du Pacs en 1999. Si Nicolas Sarkozy tranche pour la suppression de cette mesure, il faudra choisir entre une déclaration commune pour l'ensemble de l'année ou 2 déclarations de célibataires. Alors que le projet de loi de finances pour 2011 doit être présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres, il manque toujours 500 millions d'euros pour atteindre l'objectif de 10 milliards d'économies. Et 500 millions, c'est la somme que pourrait rapporter la suppression de cet avantage pour les mariés et les pacsés. Comme quoi l'amour peut avoir un prix. Cette mesure envisagée est critiquée aujourd'hui par la gauche qui s'inquiète des difficultés d'installation des jeunes couples. Christine Boutin, de son côté, se pose en protectrice du mariage, mais Bercy fait observer que l'effet d'aubaine fiscale joue aussi pour les divorces. La garde des Sceaux s'estime épargnée par le tour de vis budgétaire. Ce n'est pas l'avis des magistrats et greffiers qui rappellent que la France est au 35e rang européen pour son effort financier en faveur de la justice. D'où leur grève du zèle sans effet pour l'instant, déclenchée aujourd'hui, à laquelle ils ont d'ailleurs convié les avocats. Reportage au tribunal correctionnel de Paris, Sandra Cerquera. Un bureau exigu que Fadila, greffière à la 28e chambre correctionnelle, partage avec 2 collègues. Leur travail est ralenti par de vieux ordinateurs, des machines encombrantes qui ont du mal à enregistrer les multiples données que le greffier doit fournir chaque jour. Nous, on avait simplement demandé, par exemple, à ce que les ordinateurs là, qui prennent beaucoup de place soient remplacés par des ordinateurs plus récents avec des écrans plats et des tours, de manière à gagner de la place pour mettre les dossiers et travailler un peu plus à l'aise. Et donc, on nous a effectivement répondu qu'on n'avait pas de budget pour cela. De moins en moins de moyens matériels et humains et de plus en plus d'audiences qui finissent souvent très tard, parfois au-delà de minuit, y compris le samedi. Si on travaille le samedi, qu'on démarre à 13h30, qu'on finit à 4h du matin, on est obligé de revenir le lundi matin parce qu'en général, on a laissé des dossiers un peu partout, il faut tout mettre en état. 18 ans de carrière, bac+3, Fadila Tayeb gagne 2 000 € par mois en comptant les primes. Elle et ses collègues se plaignent surtout d'avoir de moins en moins de temps à passer avec les prévenus et de laisser de côté l'humain. C'est une gestion de masse en fait. On n'a pas le temps de s'attarder sur chaque dossier, sur chaque cas. On aimerait parfois, quelquefois on arrive à trouver le temps parce que voilà,
On est humain aussi, donc il y a des cas qui nous font plus réfléchir et pour lesquels on a envie de faire plus. D'après les syndicats, si la justice fonctionne encore, c'est grâce au dévouement du personnel. François Fillon s'excuse auprès du Luxembourg, non pour le chef de l'État qui s'en était pris la semaine dernière à Viviane Reding, luxembourgeoise d'origine, mais pour le sénateur UMP Philippe Marini, selon lequel le Luxembourg n'aurait pas dû exister. Philippe Marini avait en effet regretté sur France Culture samedi qu'en 1867, Bismarck ait refusé à Napoléon III le rachat du Grand-Duché. Mais le sénateur déplore sur publicsénat.fr l'ampleur donnée à ses propos. Je ne vous décevrai pas. Ségolène Royal remercie aujourd'hui en ces termes tous ceux qui ont répondu à son invitation samedi à Arcueil. Elle reprend en fait la formule utilisée par Nicolas Sarkozy le soir de son élection, manière de rappeler qu'elle est toujours dans la course présidentielle. Benoît Hamon, qui s'est affiché lui avec Olivier Besancenot ce week-end, prend soin de rappeler que la fraternité s'étend à gauche au-delà de Ségolène Royal qu'il ne cite même pas. C'est un week-end qui a été riche, par les déclarations de Cécile Duflot en faveur d'un contrat de gouvernement, par les déclarations de Pierre-Laurent Vieux-Beaucoup en faveur d'un dialogue entre les formations de gauche pour préparer cette échéance, et par, je crois, les déclarations de nombreux socialistes en ce sens. Nous progressons, non pas seulement pour nous mettre d'accord contre les politiques de Nicolas Sarkozy, mais pour imaginer des solutions en commun. Le porte-parole du Parti socialiste interrogé aujourd'hui par Aurélien Romano. Avec nous, Guillaume Tabar des Échos. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Michel. Ségolène Royal, donc de retour au premier plan. Jusqu'où et jusqu'à quand cette unité? Oui, de retour, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, ni tout à fait la même, parce que la combattante solitaire au sein du PS, celle qui aimait afficher sa différence, cette fois-ci met en scène sa volonté d'unité, et d'ailleurs le panel qu'elle a réuni à Arcueil samedi le montre, depuis Claude Barthelone, qui était quand même le grand soutien de Martine Aubry au Congrès de Reims contre elle, jusqu'à des personnalités qui s'étaient un peu éloignées d'elle, comme Pierre Berger, comme Manuel Valls. Eh bien, elle veut montrer que désormais... Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui a fait une apparition furtive. Et on va y revenir en parlant de ce qui se passe à gauche du PS, mais en tout cas, de la part de Ségolène Royal, montrer qu'aujourd'hui, elle joue en accord avec le PS. Mais ni tout à fait une autre quand même, car c'est quand même la même Ségolène Royal qu'on a retrouvée, même si le tailleur bleu marine un peu strict a remplacé le célèbre sari bleu électrique qu'elle avait affiché à la Villette il y a 2 ans. Mais c'est cette même volonté quand même de se mettre en scène, de s'afficher en prenant Nicolas Sarkozy comme cible directe. Là, vous l'avez rappelé, l'allusion à son slogan « Je ne vous décevrai pas ». Ça montre qu'elle a envie de prendre la suite. Elle a envie de prendre la suite. Elle reste toujours dans son même registre, un peu incantatoire, un peu démago, on peut le dire aussi, lorsqu'elle apostrophe la foule en disant que font-ils là-haut, pour désigner voilà, les puissants, ceux qui nous gouvernent, de manière un peu populiste. Elle se veut lyrique aussi. Alors là, je ne résiste pas au plaisir de vous citer l'une de ses phrases, mais là j'ai pris mon anti-sèche pour ne pas me tromper. Lorsqu'elle veut éteindre le feu de la désespérance qui couvre sous la cendre des illusions perdues. C'est un mariage un peu étonnant de Balzac et de Zola. Voilà, ça reste un peu la griffe de Ségolène Royal. Mais, et ça on l'a bien compris, notamment en voyant la réaction de Benoît Hamon, ce souci d'afficher l'unité ne masque pas l'enjeu réel de Ségolène Royal, qui est de revenir dans la course. Elle est aujourd'hui à la traîne dans les sondages, loin derrière Dominique Strauss-Kahn, Martine Aubry et même François Hollande. Oui. Eh bien, Ségolène Royal ne renonce à rien. Son objectif, ça reste la présidentielle. Et si elle joue aujourd'hui l'unité, c'est pour simplement redorer son blason auprès des militants socialistes. Alors, parlons de Benoît Hamon, qu'on a entendu. Il s'est donc affiché avec Olivier Besancenot. Est-ce que le premier embarrasse son parti en faisant ami-ami avec le second, qui fustige la culture du gouvernement, il l'a dit? Alors c'est certes embarrassant au moment du débat sur les retraites, et à 4 jours de la mobilisation dans la rue du 23 septembre. C'est vrai que le PS, par la voix de Martine Aubry, veut montrer que sur les retraites, loin de critiquer uniquement le projet du gouvernement, affiche des propositions. D'ailleurs, Martine Aubry rappelle bien que si elle veut maintenir les 60 ans comme âge légal de départ en retraite, ça ne signifie pas un départ à taux plein. Oui. Or, Olivier Besancenot, comme le PC, disent si 60 ans à taux plein et critiquent de cette manière-là le PS. Le paradoxe, c'est que Benoît Hamon est porte-parole du PS, donc il est censé porter la parole officielle du parti, mais voilà, il faut aussi ratisser à gauche, et pour le PS, c'est un peu le grand écart. Allez, dernier point d'un mot, Guillaume, les Verts, ils ont changé ce week-end, ils bougent eux aussi, c'est bon pour la gauche. Alors ils ont changé, ça reste à démontrer, parce qu'on sait que les Verts vont fusionner avec Europe Écologie. Pour beaucoup de gens, ils ne voient pas la différence. Il y a une mouvance écolo un peu globale, d'un côté Cohn-Bendit, de l'autre côté Cécile Duflot, mais l'idée c'est de transformer ce parti un peu vibrionnant en un vrai parti de gouvernement, et l'enjeu c'est vont-ils être capables de faire un accord
électorale avec le PS en 2012. Ils le promettent en tous les cas, ils en ont bien l'intention, hein, c'est ce qu'a dit Cécile Duflot. Merci Guillaume Tabar, on vous lit chaque matin dans les Échos. Question du nouvelobs.com, le partenaire du 19h, Ségolène Royal, ferait-elle une bonne candidate selon vous en 2012? Eh bien vous répondez non majoritairement, on le voit sur ce graphique, 62%, oui, 31%. Nouvelle mise en garde de Brice Hortefeux sur une menace terroriste qui émanerait d'Al-Qaïda au Maghreb. Le renseignement algérien ferait état d'un risque imminent en France. Une alerte prise très au sérieux à Paris après l'enlèvement bien sûr au Niger de 7 expatriés dont 5 Français qui ont été transférés d'ailleurs depuis au Mali. Tous les moyens sont mis en œuvre pour leur libération, fait savoir François Fillon. Des raids de reconnaissance sont menés à ce jour. Il n'y a toujours aucune revendication de cette prise d'otage. Nicolas Sarkozy à la tribune de l'ONU aujourd'hui, au premier jour du sommet sur les objectifs du millénaire pour le développement. Il s'est présenté en militant de la lutte contre le sida qui a besoin de nouveaux financements. Nous l'écoutons. Les financements innovants, la taxation des transactions financières, nous pouvons le décider ici. Pourquoi attendre ? La finance s'est mondialisée, au nom de quoi nous ne demanderions pas à la finance de participer à la stabilisation du monde en prélevant sur chaque échange financier une taxation infime. Voilà, le chef de l'État, donc cet après-midi à New York, 2 spécialistes de la lutte contre le sida sont avec nous. On fait le point justement sur la lutte contre la maladie, en Afrique notamment, mais également dans les pays développés. Professeur Jean-François Delfraissy, bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes le directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida. Avec nous également Éric Fleutelot. Bonsoir. Vous êtes le directeur général adjoint du SIDAction. Vous avez entendu le chef de l'État français, son volontarisme affiché, l'annonce également d'une hausse de 20% de l'aide française au Fonds mondial. France est le contributeur après les États-Unis qui sont loin devant, il faut le dire. Est-ce que tout cela va dans le bon sens, professeur Delfraissy ? Oui, ça va plutôt dans le bon sens. On était quand même un peu inquiets au cours des dernières semaines pour savoir ce qui allait se passer, compte tenu à la fois des aspects financiers en France et dans le monde. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Ça va pas suffisamment dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais suffisamment d'argent. Il n'y aura jamais suffisamment, mais c'est pas pour demander toujours plus, hein, on n'est pas dans cette stratégie-là. C'est que les besoins sont très importants, on vous expliquera pourquoi. Dites-nous quelles sont pour vous les priorités, justement. Alors les priorités, c'est que cette épidémie se poursuit dans le monde de façon majeure. Il y a 2,7 à 2,8 millions de nouvelles contaminations chaque année, et pour une personne qu'on met sous antirétroviraux, donc qu'on commence à traiter, il y a environ 3 personnes dans le même temps qui se contaminent. Donc ça veut dire qu'on est en retard vis-à-vis de l'épidémie. Alors la réponse des États a été une réponse assez extraordinaire. Hein. C'est la mise en place des organismes multilatéraux, du Fonds mondial, de tous les organismes de financement. Mais ce qui a été mis en place avec des résultats qui sont de bons résultats, plus de 5 millions de personnes qui sont traitées, là actuellement. Hein, de plus en plus. De plus en plus. Notamment dans les pays en développement. Mais ça nécessite beaucoup de financement parce qu'il y a 5 millions de personnes traitées. Combien de personnes mais il y a contaminées ? encore 10 millions de personnes qui sont à traiter, et ce dans un contexte relativement urgent. Donc la décision française, oui, elle va dans le bon sens. La France conserve, je dirais, une certaine forme de volontarisme et d'allant, mais il est insuffisant parce que le Fonds mondial attend 2 fois plus. Donc la France augmente de 20% et le Fonds mondial attend 2 fois plus. Alors, il faudrait que d'autres pays se joignent à ce combat. Votre commentaire sur les annonces faites et la détermination affichée par le président français cet après-midi, Éric Fleutelot. Je crois que le professeur Delfraissy explique exactement le problème auquel on est confronté. La France calcule sa contribution
en fonction de ses ressources et ne les calcule pas en fonction des besoins. Il faut arrêter avec ça parce qu'on va pas réussir à enrayer l'épidémie et on a un espoir quand même en 2040, 2050 de pouvoir mettre à bas cette épidémie si on continue à raisonner de cette manière-là. Il faut raisonner en fonction des besoins de financement qui permettraient de mettre non plus 5 millions de personnes sous traitement mais 15 millions très rapidement, 20 millions d'ici 2015-2020. Et ça va permettre de pouvoir contenir, c'est-à-dire on aura une baisse de la mortalité, mais on aura aussi en conséquence une baisse des nouvelles infections. Les personnes sous traitement, lorsqu'elles sont correctement sous traitement, lorsqu'elles ont une charge virale indétectable, c'est-à-dire plus de réplication du virus dans leur organisme, ont moins tendance à transmettre le VIH à leurs partenaires. Alors donc les moyens, est-ce que si on mettait vraiment tous les moyens nécessaire, on pourrait juguler l'épidémie? Oui, on pourrait. Et à court terme? On pourrait. Alors à court terme, tout dépend ce qu'on appelle les court terme. Si c'est 2014, non. Si c'est 2030 à 2050, oui, on a cet espoir-là. Et je pense qu'il faut que nous, acteurs de la lutte contre le sida, on travaille sur cet espoir-là, parce que sinon on n'y arrivera pas. On a d'autres espoirs de traitement aussi. Hein, on a aussi d'autres espoirs de traitement. On a aussi des espoirs à l'horizon 2020, 2025, peut-être d'un vaccin. Mais pour ça, il faut de l'argent. Ce que ne comprennent pas les politiques et ce que n'a pas compris le président de la République, hélas, c'est que l'investissement doit être beaucoup plus important aujourd'hui, ce qui permettra de faire des économies en 2020 ou 2025. Et on a des politiques, en France comme ailleurs, qui font des raisonnements à court terme. Ils font des raisonnements pour dans 2 ans, pour dans 3 ans. En matière de lutte contre le sida, c'est comme en matière de recherche, et le professeur Delfrécy le sait très bien, si on n'investit pas aujourd'hui, demain, on n'aura pas de bons résultats. Alors il y a une question que j'aimerais vous poser, professeur Delfrécy. Vous dites que les contaminations continuent de progresser. Est-ce qu'il n'y a pas là, d'autres actions à mener d'information de la population? Est-ce que là, il y a des retards également? Alors, il y a bien sûr, l'épidémie se poursuit. En France, on a environ 7 à 8 000 nouvelles contaminations chaque année, hein, en France, avec pourtant tous les moyens de mise d'information qui sont à notre disposition. Peut-être pas suffisamment. Alors, peut-être pas suffisamment, peut-être pas, je sais pas, les bons messages qui sont passés. Par exemple, je lisais possible. La semaine dernière que le taux de prévalence chez les homosexuels était le même, par exemple, que dans la population d'Afrique du Sud. Enfin, on a constaté récemment que dans les grandes métropoles, qu'elles soient d'ailleurs qu'il s'agisse de Paris, mais aussi de Berlin, de Londres, en effet, on avait des taux qui restaient élevés dans cette jeune population homosexuelle en particulier. C'est vrai également dans d'autres populations, c'est vrai dans la population migrante, ce qui montre bien que les messages à passer sont insuffisants. Mais c'est pas seulement les messages. Après, on peut parfaitement connaître le risque et prendre un certain nombre de risques. C'est connu indépendamment du sida. C'est connu quand vous prenez votre voiture, vous savez qu'il ne faut pas dépasser telle vitesse. Et de temps en temps, vous dépassez la vitesse. Folle de personnes assumeraient ce risque-là. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore leur séropositivité. Et c'est en particulier le cas dans les pays du Sud, où on estime par exemple qu'il y a environ 38 millions de personnes qui sont touchées par le VIH, mais parmi celles-ci, seuls 10 ou 12 millions de personnes le savent. C'est-à-dire qu'il y a la grande majorité qui ne le sait pas. Donc la notion de dépistage et de nouveaux outils de prévention est un élément totalement essentiel qui devient fondamental, car maintenant, avec les antiviraux, on a une possibilité de traiter les personnes pour elles-mêmes, mais pas seulement pour elles-mêmes, mais aussi, comme ça a été expliqué, de traiter en termes de population et de réduire l'infection. Vous voulez intervenir? Oui, parce qu'on présente toujours la prévalence du VIH chez les homosexuels avec ce caractère extrêmement alarmant. Bien entendu, c'est alarmant, 14-17% chez les homosexuels à Paris. En même temps, la majorité et la grande majorité des homosexuels continuent à avoir des rapports protégés et on a une proportion des homosexuels qui ne se protègent pas ou qui ne se protègent plus ou qui ne s'est jamais protégé. C'est le cas notamment des jeunes homosexuels. C'est pas qu'une question d'information. C'est une question d'information. Il faut maintenir un niveau d'information très régulier. Ça, on sait relativement bien faire. Il y a des endroits où on n'arrive pas bien à le faire, comme l'école par exemple. Mais il y a d'autres endroits où on arrive bien à le faire. Il faut travailler sur les outils de prévention. Je pense qu'on a fait des progrès en matière d'accessibilité du préservatif et du lubrifiant. On a d'autres choses à inventer. Il y a des recherches qui se font sur des microbicides. On a des recherches qui se font sur d'autres produits. L'utilisation des antirétroviraux en prévention. Il y a des pistes là-dessus à étudier. Mais il y a aussi quelque chose à faire sur l'environnement. Et ça, on a du mal à le faire comprendre, notamment aux politiques. Et c'est pas que pour les homosexuels, c'est également le cas pour les populations migrantes en France. Si on ne donne pas la possibilité à chaque personne de pouvoir être respectée dans la société et de pouvoir être aimée
et de s'aimer, nous n'arriverons pas à faire des progrès en matière de prévention. Je pense que vous-même, sur vos rapports à l'alimentation, votre rapport au tabac, votre rapport à la conduite automobile, il y a un moment où vous allez être prudent parce que vous tenez à vous-même ou vous tenez à vos proches. Et ça fait une sacrée différence. Très bien. Le chef de l'État a dit qu'il fallait trouver des financements en dehors des pouvoirs publics. Il arrête de le dire, qu'il le fasse. Est-ce qu'il propose une taxe sur il propose, mais ça fait des années que il le propose déjà depuis plusieurs fois. Table. Est-ce que simplement que maintenant qu'il va être président du G8 et du G20, il va l'imposer à ses partenaires? Est-ce que vous estimez qu'il doit y avoir un effort privé également plus important? Ou est-ce que... Non, la réponse est oui. C'est vrai. C'est pas seulement vrai dans les domaines de financement internationaux, c'est vrai dans le domaine de la recherche aussi, où de grandes compagnies privées pourraient mieux intervenir qu'elles le font. Et puis, moi, je suis d'accord avec Eric, c'est-à-dire que on a maintenant, la France a besoin de porter politiquement le message autour du SIDA. Elle a tous les éléments pour le faire. Il y a eu un prix Nobel autour de cette maladie en France. Il y a l'épouse du chef de l'État qui est ambassadrice. Il y a une recherche qui est très active. Les Français sont pour une fois en très bonne position, en deuxième position au niveau international. Donc on a besoin maintenant de ce message politique. Il y a une occasion de le faire et de le prendre, qui est avec la position que va avoir notre président autour du G20. Et à cette occasion, qu'ils mettent en place, avec toutes les difficultés que ça représente, la taxe sur les transactions financières, ou en tout cas les transactions de change, en tout cas, qui sont peut-être une nuance mais qui est importante. Et il aura derrière lui, les chercheurs, les associations, la France bien sûr. entière. Mais la France entière, puisque ça ne coûtera pas directement aux citoyens français. L'enjeu est très rapidement, c'est la possibilité de pouvoir trouver les financements pour tous les objectifs du millénaire, cette taxe-là. L'enjeu personnel pour le chef de l'État, il est prix Nobel de la paix en 2015 s'il le fait. Très bien, merci. Voilà, merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Dernière page du 19h, quand la BD s'empare de la politique. La politique en bande dessinée, donc dernier album sorti, La droite, petite trahison, entre amis, Jean-Philippe Lefebvre. Charles Pasqua qui fait la couverture d'une bande dessinée, cela n'étonne pas tant le personnage politique a eu pendant des années des aventures rocambolesques et dignes des héros les plus abracadabrantesques du 9e art. L'action prend place en mai 2012. Nicolas Sarkozy est réélu à la tête du pays. Il va endosser le costume de narrateur de cette bande dessinée où l'on va revisiter l'histoire de la droite française depuis la Seconde Guerre mondiale. Et le tout à travers le personnage de Charles Pasqua. Les auteurs ne livrent pas dans cette bande dessinée un récit à charge contre l'actuel sénateur. Ils nous font traverser un pan de l'histoire française dans les yeux d'un homme qui a fait et défait de nombreuses personnalités de l'après-guerre. Droite, gauche, chacun en prend pour son grade. Les histoires évoquées ont fait l'objet de nombreuses enquêtes, fouillées et documentées. Pour éviter de dénoncer trop directement certaines affaires, les deux auteurs délivrent leurs propos via le dessin de l'illustrateur de presse Pascal Gros. Ça marche à la perfection, le lecteur ne sera pas perdu et savourera encore plus cet album à part. Bonsoir Frédéric Ploquin, vous êtes l'auteur de cette bande dessinée. Donc on reconnaît Charles Pasqua en couverture de l'album et il est présent pratiquement à chaque page. Vous en avez fait le personnage central. On en a fait un peu notre héros. Bon, au départ, l'idée, c'est faire une bande dessinée sérieuse et drôle. Ce qui est, je dis sérieuse pour les gens qui nous regardent, parce que bon, tout ce qui est dans la BD est vérifié et vrai, à faire l'objet d'enquête. Moi, je suis pas dessinateur, je suis journaliste. Et quand je mets Charles Pasqua devant le Congrès national des commissaires de police en 1986 et qu'il dit telle phrase, c'est que je l'ai retrouvé dans la documentation. Donc il y a vraiment un grand travail de recherche. Je pense on est en train d'inventer, pas que moi, on est plusieurs, un style, un genre qui marie quelque part le dessin de presse à la française d'autrefois et le journalisme. Donc on pourrait appeler ça du BD journalisme. Et c'est nouveau, ça vient de sortir. Il y a eu des albums sur Nicolas Sarkozy, le dernier. Absolument. Il y en avait eu un sur Dominique de Villepin. Chez le même éditeur d'ailleurs, c'est 12 bis qui est assez qui se spécialise. La truculence de Charles Pasqua, effectivement, vous n'avez pas eu à l'inventer, ça c'est pratique pour vous. Et il vous permet d'embrasser en fait toute l'histoire de
peu la droite, en fait. Hein. Mais la seule chose, bon, le prétexte à la BD, ce qui va nous suivre, c'est qu'on parle aussi de Nicolas Sarkozy. Parce qu'effectivement, ce qu'on a choisi, c'est de situer, c'est la seule part de fiction. On se situe en mai 2012. Nicolas Sarkozy a été réélu. Ça, c'est la seule part de fiction de la bande dessinée. Et à qui parle-t-il? Et à son fils Jean, qui vient le voir et qui lui dit, au fait, papa, comment t'as fait? Je veux dire, bon, ça, c'est encore une fois, on est dans le plausible. Et là, c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui décide de lui raconter d'où il vient, au travers, en s'emparant du personnage de Charles Pasqua, dont il est très proche, beaucoup plus proche qu'on ne le croit. C'est-à-dire si chacun sait ce que Nicolas Sarkozy doit aux Hauts-de-Seine, ce qu'il doit à Neuilly, et ce qu'il doit derrière à Charles Pasqua et aux Corses de Neuilly. Et on sait même, enfin, Nicolas Sarkozy est intimement lié, je veux dire, dans le privé, même avec la Corse. Donc quelque part, ça se tenait d'aller chercher ça. Et du coup, on va chercher Charles Pasqua en 1900 pendant la guerre. Je veux dire, Charles Pasqua résistant. On va le chercher ensuite, on déroule sa carrière. Il y a des tas de choses que les gens vont redécouvrir ou découvrir. Il a été plagiste, hein, bon, tout le monde a peut-être oublié. Et ensuite, il y a tout cet épisode où Charles Pasqua travaille pour le pastis, pour Ricard. Et ensuite, on en vient. Bon, évidemment, ça nous donne la possibilité. Et effectivement, qui mieux que Charles Pasqua se prêtait à ça, parce qu'il y a des coups de théâtre en permanence, il y a des coups de gueule, il y a cette truculence. Il y a des coups bas aussi, des mystères qui demeurent. Et il y a des coups bas, il y a du psychodrame à droite, je veux dire, sur 40 ans. Et Charles Pasqua n'est jamais très loin. Je veux dire, quand il est avec Marie-France Garot, que je vois ici, là, avec la coiffure des Sitton, les cheveux dressés sur la tête. Bon, il est là en comploteur avec Juillet et Garot. Quelle image vous avez de lui, fondamentalement, là? Comment? Quelle image? Charles Pasqua, je trouve qu'il est vraiment, bon, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire politique d'abord. C'est quelqu'un qui, à mon avis, qui est plus que respectable. Il a une faconde, une façon de faire qui fait qu'il a su, je pense, même intéresser le peuple, les électeurs, à la politique, ce qui est pas mal. Ah, mais à côté de ça, c'est quand même quelqu'un qui a manié formidablement toutes les coulisses de la politique. Je veux dire, c'est l'homme des coulisses de la politique. Vous lui avez envoyé votre album avec une petite dédicace? Absolument. C'est vrai, aimable? Absolument, oui, aimable, en lui expliquant que voilà, c'était le temps des bulles était venu, le temps, et qu'il y avait probablement après celui du pastis. Voilà, pas de bulles dans le pastis, certainement pas, mais que voilà, on allait le raconter en bulles. Vous publiez énormément de livres, hein, Frédéric Ploquin, et vous en sortez un récemment là sur le fondateur du Monde, Hubert Beuve-Méry. Est-ce qu'il aurait mis lui la politique en bande dessinée? Je sais pas, justement, je me suis demandé, moi je me suis emparé, effectivement là je sors 2 livres en même temps, un pour les ados, c'est un livre sérieux pour les adolescents qui est l'histoire de Hubert Beuve-Méry, fondateur du Monde, et simultanément cette bande dessinée pour les adultes, c'est un peu le paradoxe, ouais. Mais je pense qu'on respecte, je sais pas s'il est, moi je l'ai beaucoup, Beuve-Méry, quand je suis devenu journaliste, je suis allé le voir à plusieurs reprises, je lui ai soumis tous mes premiers articles, je lui ai soumis tous mes choix, voilà, parce que j'avais commencé à 17 ans comme garçon d'étage auprès de lui, à son étage au Monde. Donc ça nous a mis là-dedans. Je sais pas, à partir du moment où c'est sérieux, à partir du moment où tout est plausible, et je pense que le rire, et c'est vrai que le dessin n'était pas, le dessin avait une petite place au Monde, mais là le dessin drôle, le dessin humoristique et satirique. Voilà, donc cet album La Droite, petite trahison entre amis. Merci Frédéric Ploquin. L'information politique se poursuit sur le site publicsénat.fr, où d'ailleurs vous pouvez apporter votre soutien à Sakineh, cette Iranienne menacée de lapidation pour adultère. Demain, nous lui consacrerons une journée spéciale à 22 h. Sonia Mabrouk pour le prochain journal de Public Sénat. Tout de suite, état de santé sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Bonsoir à tous.